Bonjour à tous. Alors, les présentations, je m'appelle Loïc Herman, je suis ingénieur logiciel dans un cabinet de conseil qui s'appelle Siam. J'ai un compte Twitter, un compte GitHub aussi, si vous voulez aller voir. Et je vais passer les 15 prochaines minutes à vous parler d'ArrayList. Alors, pourquoi les ArrayList Eh bien déjà, c'est un outil qu'on voit souvent utilisé dans nos projets, voire réimplémenté, et on ne sait pas vraiment pourquoi, et on ne mesure pas forcément les impacts que ça peut avoir sur la performance de vos applications. Donc ce que je vous propose, c'est de regarder un petit peu comment ça marche sous le capot. Donc d'abord, on va parler un petit peu, on va regarder ce qu'il y a dans la classe ArrayList, et puis ensuite on va s'intéresser à différentes opérations sur ces listes, l'ajout, la suppression, la comparaison et la traversée. Alors déjà, c'est quoi une ArrayList? Une ArrayList, c'est un tableau, un support qui représente la taille physique de la liste et une taille logique, donc combien vous avez d'éléments à un instant t dedans. Voilà. Et on va regarder ce qui se passe quand on va vouloir ajouter un élément. Donc la fonction add, elle n'est pas très compliquée. On va vérifier la taille du support. Si la taille, s'il n'y a plus de place, on fait grandir. Et ensuite, on augmente la taille et on ajoute l'élément dans le tableau, tout simplement. Alors, on parle souvent de load factor pour les collections. Euh, le load factor pour une ArrayList, c'est 1. Donc le load factor, ça représente à quel moment je vais vouloir resizer le support d'une collection. Donc ça, c'est utilisé dans les maps, par exemple, où on a des risques de collision pour les tables de hachage. Dans une ArrayList, la valeur par défaut qu'on trouve sur Google, c'est 0,75, mais en fait, c'est 1. Voilà, il était barré, mon... Donc, grandir. On a vu que quand la taille est atteinte, il fallait faire grandir la liste. Et du coup, je vous propose de regarder un petit peu comment ça marche. Alors, on va déjà essayer d'implémenter par la pensée une version fictive d'une ArrayList. Et dans cette version fictive, ce que je vous propose, c'est qu'on essaye à chaque fois d'ajouter un nombre fixe de cases dans le tableau. Vous avez une idée de la complexité que ça peut avoir en écriture, cet objet-là? Bon, à chaque fois en général, quand on ajoute, ça coûte 1, sauf quand on resize, et c'est cyclique, et donc en fait, c'est une complexité en O de n. Donc c'est pas ça qu'on fait. C'est pas une croissance arithmétique. La vraie méthode gros de Java, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va prendre la taille actuelle du tableau et elle va la multiplier par 1,5. Donc c'est ce qu'on appelle le gross factor. Euh, donc le gross factor, ça dépend des implémentations. En Java, ça vaut 1,5. Si vous utilisez la classe vector, je crois que ça vaut 2. Il y a dans d'autres langages, ils prennent 1,7. Enfin, c'est un trade-off entre la mémoire et la vitesse, le nombre de redimensionnements que vous allez avoir en ajoutant des éléments dans cette liste. Donc, on a ce gros facteur de 1,5. Donc, à chaque fois qu'on va redimensionner, on va multiplier l'ancienne taille par 1,5. Donc, c'est ce qu'on appelle une croissance géométrique. La taille des tableaux, la taille consécutive des tableaux suit une loi géométrique. Et donc ça nous donne. Donc, alors comment est-ce qu'on calcule la complexité là-dessus? C'est pas bien compliqué. Hein, ça coûte. On fait la somme du coût des insertions de 1 à n. Bon, ben, en général, ajouter un élément, ça coûte 1, sauf quand on redimensionne. Et donc, quand on redimensionne, c'est la taille du tableau au moment du redimensionnement. Et donc, bon, bah, ça, si on le redivise par n, on tombe sur quelque chose qu'on appelle une complexité en O de 1 amorti. Amorti, pourquoi? Parce que c'est du O de 1, sauf de temps en temps, ça vous coûte plus cher, mais en moyenne, c'est du O de 1. Voilà. Du coup, ce que je vous propose, c'est de regarder maintenant si on veut ajouter beaucoup d'éléments. Bon, bah, y a deux manières. Hein. Soit je fais une boucle sur ma liste, soit j'utilise addall. Bon. L'idée de ce slide, c'est de montrer les impacts que ça peut avoir en performance. Alors, je vous ai fait un petit bench, moi je l'ai déjà exécuté avant. Mais en gros, là, on a un facteur 5 entre
entre alors je vais vous montrer juste les benchmarks, entre la boucle et le add all. Donc ce facteur, il s'explique à la fois parce qu'on évite les redimensionnements quand on fait add all, mais aussi parce qu'on utilise array copy et en mémoire c'est beaucoup plus optimisé. C'est beaucoup plus optimisé que d'ajouter les éléments un par un. Donc voilà pour l'ajout des éléments. Une fois qu'on a ajouté, on va peut-être vouloir supprimer. Donc quand on supprime, si jamais c'est le dernier élément, ça se passe relativement bien. Si ce n'est pas le dernier élément, il faut qu'on décale tous les éléments qui sont après l'élément qu'on veut enlever. Et au final, pour finir, on va mettre un nul dans la dernière case du tableau. Est-ce que vous savez pourquoi on met un nul dans la case du tableau? On n'est pas vraiment obligé en soi. On ne serait pas forcément obligé. Mais il y a une raison bien particulière qui nous oblige à faire ça. C'est le garbage collector. Si on ne met pas de nul dans la dernière case, le GC ne va pas savoir que l'objet est plus référencé et c'est le début des problèmes. Donc on met un nul dans la case dans la dernière case du tableau. Pareil, on va regarder un peu l'impact de la performance des différents moyens d'enlever des éléments dans la liste. Donc j'ai également un petit bench à vous montrer. C'est celui-ci. Donc j'en ai trois là. J'ai simplement la boucle sur le remove, le remove all et remove if. Donc je vais l'exécuter. Remove if, vous lui donnez simplement une condition pour savoir si on conserve ou non l'élément. Voilà, donc il va s'exécuter tranquillement, ça ne devrait pas être trop long. Et ce qu'on voit là, c'est que le remove if, il est vraiment beaucoup plus performant que les autres méthodes. Finalement, on est sur le même ordre de magnitude pour le remove et le remove all, mais remove if, ça vous donne, si vous cherchez à faire une suppression performante, c'est ce que je vous conseille d'utiliser. On va parler de comparaison. Comment on compare des listes? Alors par comment on compare, moi ce que j'aimerais voir, c'est est-ce que c'est la même chose de comparer deux array lists ou de comparer une array list et une linked list par exemple. Alors encore une fois, j'ai un petit bench, donc c'est celui-ci. Okay. Donc il va s'exécuter. Et donc là, j'ai pris un cas un peu particulier, mais en gros, ce qui se passe, c'est que quand on va comparer l'array list avec l'autre array list, il va avoir l'information de la taille et il va voir que les tailles ne sont pas pareilles et il va directement retourner false. Quand on va le comparer avec la linked list, il ne fait pas cet appel à size. Il pourrait en fait, parce que dans l'interface list, on a la méthode size, mais dans la méthode compare de l'array list, on ne fait pas cet appel-là. Et du coup, en fait, ça rend la comparaison beaucoup moins performante dans le cas où les listes ne font pas la même taille. Donc ça, je pense que c'est intéressant de le savoir. Et un autre truc par rapport aux comparaisons, c'est est-ce qu'on peut mettre une liste dans un set? Bon, c'est un peu la même chose avec tous les objets dont le hashcode peut être modifié. Donc là, voilà, je vais vous exécuter ce petit test. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que j'ai un set, je mets une liste dedans, puis j'ajoute un élément dans la liste, et puis mon set ne contient plus ma liste. Donc ça, c'est aussi un truc auquel il faut faire attention. C'est pas un cas particulier des array lists, c'est un cas particulier de tous les objets qui ont un hashcode qui peut varier. Et donc, on va entamer la traversée. Alors, je pense que je ne vais pas vous apprendre comment on traverse une liste. On peut faire une petite boucle for. Maintenant, là où ça devient un peu plus compliqué, c'est si j'ai envie de muter la liste pendant que je la parcours. Donc, dans ce cas-là, simplement, j'ai plusieurs solutions. Donc là, l'itérable, il vient bien me lever une concurrent modification exception. Par contre, je peux très bien la parcourir sans itérable, sans itérateur, simplement en faisant une boucle for sur la taille de la liste. Ou sinon, ce qui peut être utilisé également, c'est d'utiliser les listes itérateurs. Et la liste itérateur, il y a des méthodes dessus qui permettent de muter la liste depuis l'itérateur.
par contre, ça ajoute l'élément juste après l'élément courant de l'itérateur, pas à la fin de la liste. Donc c'est un fonctionnement un peu différent, par contre, ça permet également de muter. Et donc, une fois qu'on a voulu faire ça, si on veut le faire de manière concurrente, bon, dans ce cas-là, on a deux solutions, hein. Il y a la synchronized list de collection qui va simplement être un wrapper qui va ajouter une mutex autour de toutes les méthodes de la liste. Le problème de cet objet-là, c'est qu'à chaque fois que vous allez vouloir faire une traversée, vous allez être obligé quand même de mettre vos traversées dans un bloc synchronized. Donc elles vont pas pouvoir se faire en même temps. Dans ce cas-là, si vous voulez vraiment faire beaucoup de lectures et peu de modifications, ce qui peut être intéressant d'utiliser, c'est la copy and write. Alors la copy and write, on est dans une complexité en O de n qui correspond à une croissance arithmétique, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, puisque à chaque fois qu'on va ajouter un élément, on va recréer le tableau sous-jacent avec une case de plus. L'intérêt de ça, c'est que ça nous fait un snapshot de l'ancien tableau, et si on a des itérateurs en cours sur l'ancien tableau, ils vont pouvoir aboutir sans que ça pose de problème. Donc j'ai quelques petits tests sur ça aussi. Ce qui est intéressant de voir sur la traversée, donc voilà, on a avec le copy and write, c'est pas vraiment concurrent, mais disons que je peux ajouter un élément pendant que je la traverse, ça pose pas de problème vu qu'il va recréer un nouveau tableau en dessous. Par contre, si vous utilisez une copy and write, vous n'avez plus accès au mutateur sur l'itérateur. Donc là, si je fais ça, ça va bien me jeter une unsupported operation exception ce coup-ci. Et donc pour la suite, on a Valhalla qui va arriver. Donc un des problèmes qu'on a avec une liste, c'est qu'on fait des listes d'objets, donc c'est des listes de pointeurs, enfin c'est des listes d'adresses. Et donc quand on parcourt, ça peut être coûteux. Si je veux faire par exemple la somme de tous les éléments, il va falloir à chaque fois que j'aille chercher, même si c'est des integers, il va falloir que j'aille le chercher ailleurs en mémoire, là où il est stocké. Et donc avec Valhalla, vous allez pouvoir faire des listes de primitifs, ou même des types primitifs custom. Et dans ce cas-là, si vous n'avez pas besoin d'identité, ça va être une évolution qui va permettre de rendre vos listes, les opérations sur les listes plus performantes. Merci de m'avoir écouté. Est-ce que vous avez des questions? Il nous reste 2 minutes. Je vois pas de questions. Vous avez tout compris sur les array lists? Est-ce que j'ai eu des surprises? Ouais, le remove if, je ne m'attendais pas à ce que ça soit que l'implémentation soit vraiment différente du removal. Mais en fait, quand on va voir, ça ne se passe pas du tout pareil. Et ouais, ça m'a un peu surpris, ouais, effectivement. Non, j'ai pas fait la différence avec les streams. En tout cas, je l'ai pas mis dans mes benches. Après, là, j'ai plutôt parlé de mutation sur place plutôt que les streams. Les streams, ça peut être intéressant dans le cas où on veut faire des choses immutables avec les listes. Et effectivement, quand je parlais de traverser et de modifier la liste à ce moment-là, dans ce cas-là, on peut penser à faire des choses immutables. Ça peut simplifier un peu les algorithmes. Mais je me suis vraiment concentré sur l'objet ArrayList là pour cette présentation. D'autres questions? Merci beaucoup.